Nous venons d'avoir l'occasion de voir 3 approches nationales pour ce qui est de l'encadrement de la sérosurveillance durant la pandémie et même d'autres problèmes qui sont survenus avant la pandémie. Mais maintenant, ce sera des occasions internationales entre pays pour l'analyse et en sérosurveillance. Nous avons la docteure Isabelle Bergeri qui se joindra à nous virtuellement. Elle travaille avec Maria Van Kerkhove. Elle est épidémiologiste principale spécialiste des maladies infectieuses à l'OMS et elle a dirigé le développement des études Unity de l'OMS dans le contexte de notre épidémie COVID. Il y a aussi Dr. Thomas Janisch, épidémiologiste spécialisé en maladies infectieuses, chercheur et professeur associé au département d'épidémiologie de l'École de santé publique du Colorado. Bienvenue Thomas, et aussi Mairead Whalen et Harriet Ware. Mairead est à l'Université de Calgary et Harriet est en Colombie-Britannique, et les deux dirige le projet SeroTracker, mentionné plus tôt par Maria Van Kerkhove. Alors, veuillez vous avancer ici à l'avant de la salle. Et je pense que nous allons d'abord écouter Thomas. Oui, voilà. Alors, Thomas, à vous. Et Isabelle, elle sera là à quel moment? Elle va être la suivante? D'accord. Bon, merci de m'avoir invité. Mais je vais vous parler de 3 scénarios, 3 cas à divers niveaux, mais c'était des comparaisons entre pays. Il y avait d'abord la plateforme Attica pour les infections émergentes et les projets Recoded et Contagio, avec une tâche spécifique sur l'harmonisation, la normalisation des données sérologiques, et le 3e projet, la sérologie comme indicateur de l'immunité de la population, une évaluation de la vulnérabilité à de futures épidémies, dans ce cas-ci le virus du Zika. Il y a eu d'abord cette plateforme de séroprévalence pour l'Afrique, financée par Bill et Melinda Gates Foundation. C'est en phase pilote en ce moment, c'est un échantillonnage à l'échelle de la population, complété par une sérosurveillance en utilisant des taches de sang sur du papier. Et c'est la plateforme multipathogène Luminex est utilisée ici. Notre expertise ici est celle de l'harmonisation des dictionnaires de données de base, l'accord sur la liste des priorités en matière de pathogènes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la normalisation de l'approvisionnement et de la préparation des antigènes, et l'aide au pré-traitement aussi des données de labo. Et ça, c'est en conjonction ici avec le Sero Summit. Phil Moss et Andrew Castellan, hier, nous ont parlé de ça, le Sero Summit. Il va y avoir un sommet de suivi cette année. On a appris ça hier. Et bon, ici, justement, ce sont des pays qui sont inclus dans le sommet, Sero Surveillance. Ici, il y a les pays pilotes. En ce moment, il y a le Kenya, le Malawi, l'Afrique du Sud, Sierra Leone, et le Bangladesh aussi va se joindre. Il y a un nouveau cours aussi en immunologie pour la santé publique pour développer les capacités, surtout dans l'Afrique subsaharienne, pour ce qui est de l'immunologie et son rôle dans la santé publique. Et de leur côté, c'était accueilli avec grand enthousiasme. Ici, je vous montre brièvement la liste des priorités en matière de pathogènes. On a commencé, par analyser les besoins de chaque pays.
eux avaient des priorités. On a discuté aussi avec les ministères de santé de ces pays. Et ça, c'est la première liste qu'on a dressée. Bon, pourquoi est-ce que Mpox n'est pas là ou pathogène X n'est pas là? Bon, c'est une liste qui est appelée à évoluer. Il y a beaucoup de discussions une fois qu'on commence à travailler avec ça parce que chaque pays a ses pathogènes prioritaires, mais il faut commencer avec quelque chose parce que bon, il faut assurer la production et l'approvisionnement en antigènes. Ça nous prend une source viable, une chaîne d'approvisionnement et aussi une question de comparabilité en aval aussi, en amont plutôt. Le projet Recodid Contagio, c'est un projet que j'ai dirigé. On cherche à réconcilier les données sur les cohortes. Ici, on voit qu'il y a une interaction entre les données de zéro prévalence et celles de cette cohorte. Il y en a qui se penchent sur la caractérisation de la séroprévalence, la caractérisation des manifestations plus aiguës. Il y avait des partenaires ici aussi, McGill et l'unité de Maelstrom, ici à McGill, l'Université de Colombie-Britannique et McMaster en Ontario, et ça faisait partie de la cause Union européenne et Canada. Ici, il y a un travail qu'on a fait sur l'harmonisation des données de séroprévalence. Et ce travail continue avec ce projet, le réseau de cohortes qui devrait être activé lors des périodes d'éclosion avec l'Université Heidelberg et l'Université du Colorado. Il y a aussi des dépôts fédérés, des biodépôts fédérés qui ont un rôle à jouer dans la normalisation. Bon, au sein de ces deux projets, il y a la composante sérologique, c'est-à-dire comment comparer les données sérologiques dans le temps et dans l'espace avec tous les aspects hétérogènes auxquels on est aux prises. Et il y a des études qu'on appelle une bridging studies qui font le lien. S'il y a des questions plus tard, je pourrais vous en parler plus en détail, mais en ce moment, je n'ai pas le temps. Mais il y a deux publications qui sont là, qui ont été produites avec l'équipe Theotica. Et au milieu, il y a les données de cohorte, d'un historique naturel réuni. Et il y a ce dépôt, biodépôt virtuel fédéré. Mais en ce moment, c'est un pilote. 10 sites vont donner 10 ml, 10 échantillons avec 10 millilitres chaque de sang sain normal, bon, si on peut définir ça, là, mais bon, ce qu'on considère des échantillons sains et normaux. Et on a eu un processus Delphi au sujet des avantages et les questions de gouvernance pour ce qui est de ce biodépôt au repositoire. Ça, c'est les études dites de bridging studies. Bon, je ne peux pas vous parler de tout ça en détail, j'ai trop peu de temps, mais en fait, il me reste que 3 minutes. Bon, le troisième exemple dont j'aimerais vous parler, c'est l'évaluation de la vulnérabilité à de futures épidémies de Zika à l'aide de la séroprévalence attendue en fonction de l'adéquation de l'environnement à la transmission. On a fait une analyse systématique de Zika avec une étude de prévalence, quoiqu'il y avait seulement quelques publications là-dessus, mais après l'épidémie en Amérique du Sud et en Afrique, on a exclu les ensembles de données symptomatiques et on avait 48 études au final, mais certaines études comportaient plus d'un emplacement, plus d'un lieu. Et la carte ici, on voit avec les études séroprévalence qui ont été inclus, ils sont encerclés en fonction de la taille de l'échantillon qui a été pris. Ensuite, nous avons combiné ça avec une carte sur l'adaptabilité ou la prédisposition environnementale à la propagation, si on veut.
Ici, c'est une cartographie calorique, un heat map. Une probabilité plus élevée, c'est en rouge, plus faible en bleu. Et ça, c'est ce qu'on attend par opposition à ce qu'on observe. Donc, ce qui est attendu, ça devrait être assez haut avec dans les environnements qui se prêtent le plus à la transmission, à la propagation. Et on a vu qu'avec la CK, c'était à environ de 65%. Ici, c'est zéro prévalence et la propension que l'environnement pour encourager une transmission. La zéro prévalence est assez faible ici. On peut voir qu'il y a un grand nombre d'emplacements, de lieux qui montrent une divergence entre la zéro prévalence plutôt par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre. Ça, c'est à l'étude en ce moment. Ça sera publié bientôt. C'est un exemple de comment on peut tenter d'utiliser les études de séroprévalence pour essayer de prévoir la propagation lors des prochaines pandémies. Bon, les prochaines étapes pour nous, on travaille sur un tableau de bord en projet pilote en ce moment, sur le pré-traitement et les indicateurs de progrès locaux. Recodit Contagio, on travaille sur une plateforme de partage de données et on pense aussi à un prolongement, si on veut, une fonction pour les données de séroprévalence. Aussi, numéro 3, on analyse la séroprévalence pour évaluer la vulnérabilité aux épidémies d'arbovirus. On travaille avec SeroTracker. Merci beaucoup. Je pourrais y répondre à vos questions s'il y a des questions au sujet de ce qu'on appelle les bridging studies. Merci Thomas. Vous êtes parfaitement à l'heure. Nous allons maintenant passer en mode virtuel. Isabelle se joint à nous. Alors à vous Isabelle. J'espère qu'on a le partage d'écran en place. Est-ce que vous pouvez voir mes diapos? Non, pas encore? Oui. Ah, maintenant on les voit. Oui, maintenant on les voit. Merci beaucoup. Je m'appelle Isabelle Bergerie. Maria, ma directrice. Bon, je travaille avec Maria depuis la pandémie COVID-19. Je vais vous parler de l'étude Unity. L'interprète signale que la qualité sonore est très très pauvre. L'interprétation va forcément en souffrir. Maria vous a parlé un petit peu de ceci. Je voulais vous faire part d'une définition de ce que c'est. Ça concerne un grand nombre d'enquêtes et d'études. Parfois, ce n'est pas un projet de recherche. Pourquoi Unity? Parce que ça vise à standardiser pour comparer les pommes aux pommes, comme on dit. À l'OMS, on veut développer les capacités L'interprète est désolé, la connexion est vraiment trop mauvaise pour permettre l'interprétation.
to state a bit the scene here, because I'm here also to advocate for you, Canadian colleagues, to join us in this global effort. What we WHO is envisaging is this creation of a really operational network of sites, not losing the momentum of what we managed to build during COVID times. And we want a small but well capacity built network of Un sites petit réseau high quality standardized investigation and qui study, peut faire including des enquêtes et des études de and grande qualité, more evidence normalisées. generating. And what we have on top of that is the equity pieces. Because Mairead, I think I had already a talk, and Harriet also, Maria et Harriet ont parlé de we were really not given mondialement global informed decision, because like half or more of the world were not providing data that were robust enough, especially on seroprevalence. So you've seen this kind of insignia. We are trying to explain on briefly essaie how those serosurveillance can kind of unlock some of the, let's say, scientific riddles we have seen. And also we are putting in place also all those studies along the pandemic continuum there. So there are things that we need to do in the interpandemic period, and there are also some of the zero surveillance system needs to put in place. L'interprétation reprendra dès que ce sera possible. During the COVID-19 pandemic, as it was the case also for the 2009 influenza pandemic, you see the disease burden pyramid on the right, the infected portion of the population, the robustness of the epi parameter for this pieces of the pyramid was the one that was sometimes not the best one, because there was low investment, or it was thought, at least at the global level, that it was requiring so much resources that it was sometimes not worth in the middle of the pandemic. Thus, the importance of being ready in the interpandemic mode, and it is exactly what you're doing in Canada and other countries in Europe are doing that. I've seen you have also our Norwegian colleague invited there. So quickly, coming back to COVID, Maria's talked to you about it. We see also serosurveillance as part of this mosaic of different surveillance system and studies. Surveillance should be also analyzed, should be integrated, it should talk to the other surveillance system, so that again, the proper action, the proper decision could be made. So definitely seroprevalence was one of the most used protocols in the world globally. You see on the right the 3 meta-analyses we produced. 2 of them were done together with SeroTracker. And just to acknowledge here the very good collaboration we have had, and thank you also to Public Health Agency Canada, who also helped and supported and provided the data for Canada there. And also equity matters. I've looked at some of the presentation here. There are a lot of projects. Il y a plusieurs projets un peu partout au monde. Parfois, ce sont les donateurs ou les partenaires qui dirigent ces projets-là et l'interprète s'excuse, c'est une tentative, mais non, ça ne fonctionne pas. Then it's not comparable, and then there are two different ways of doing things, and then globally, all of us as the global community, it doesn't make our work really easy. So insisting also that you see the map as of 31 December 2021, 103 member states have started to implement at least one new protocol, and just to let you know that it's possible also in low middle income countries, even if they are not supported by high income university, to do quality sero survey or run longitudinal sero studies, example Mongolia. So this is possible, but we need as a global community to really support this effort.
Zero Tracker will have shown you, this is what we ended up working with you also, a joint dashboard there. It was not existing, it was not possible at WHO for various reasons, because of the flexibility, the agility of Zero Tracker, and all those supported it. This was possible in a record time, and we are co-branding this dashboard. Just to let you know, Zero Surveillance for sure is not new, and especially on the influenza side, it started with influenza with concise networks. So I will really advocate for also Canada to join the concise effort, the consortium for seroep investigation. It was really for influenza, but now it will be extended. Ben Cowlin from Hong Kong University is the chair of the secretariat. Maria was the epi lead on that one, and I think perhaps some of the laboratory leads are currently on this call. I want also to perhaps something that you may want to read to develop further the EMANET is this external independent evaluation. The external evaluator published a paper. You have the link here. And I think you need to think about Zero Surveillance not only on the scientific side, because this is sometimes not the science that is more difficult. This is much more how the program is constructed, the facilitation of things, the management, the timely financial investment in there that makes the difference. At least that is what we experience when we have had to ship plenty of zero assay to countries like Somalia or countries who have had, no easy way to reach, no easy flight, and that was an issue there. The key findings and the key barrier for usefulness, perhaps that will be helpful for you also. This is a global view, so perhaps some of it is not really important for Canada, but it was the study and the result sharing. A lot of countries in the world have had really good data, but they were whether not allowed to share them, or there was not the data platform to be able to share them, or there was a resistance to share. And I will be frank with you, because some high-income countries behind it wanted to have high-impact paper published. So for us, this is critical in terms of global goods and being able to really tackle the next pandemic. This is something we need to really seriously work on. Then in terms of standardization and completeness. So still, despite the protocol were here, despite there were like a really global help desk, any country could contact us for various expertise there. There was still a lot of variation in the method used. It's requiring a lot of time, but we try to centralize that and having this help desk ready to answer any scientific or non-scientific questions for the countries. Then the third barrier was the communication of the findings. I think as scientists, we need to be better at translating science for policymakers. And convincing them, and human beings do not like uncertainty, but for us, mainly, we know what does it mean. But I think there is a need here for us to be better at that one. And then for sure, the governance. The governance was, I mean, it's something in the background, but if the right governance is not here, Zero Surveillance doesn't work. And the value for money, and I will add about the sustainability of this. Definitively, in most of the low middle income countries, sometimes there is an investment by partner, but because they are injecting too much and too rapidly and not thinking about sustainability since the beginning of the project, then if they leave or if there is a change in management or whatsoever, everything is falling apart. So we need to be really serious about that, trying to make all this sustainable and demonstrate the value for money of Zero Surveillance. But the good news in terms of the added value for Zero Surveillance globally during COVID-19 is that through this external evaluation, 90% of the respondents agree that the initiative should continue. So countries saw some value to it. Now it's how to make it really far better next time. But at least the momentum is here. We have partnered with us, and we have partnered with a lot of you. I recognize some of the names here. For the future direction, this is the
key headlines here. We are started again back to the key question that policymakers will want to answer during the next pandemic, and even in the epidemic period. The key protocol that needs to be developed, and zero prevalence is one of them. It's already on the WHO website, and more is to be developed. And then the key sites around the world that will be able to collaborate timely and be at the ready for the next pandemic with WHO. We also, you see my little man here, a protocol that stays in the shelves, a protocol that is not exercised every day, even part of this protocol. It means that the countries will not be ready, or the sites in your country will not be ready to really timely deliver a result and have all the right proper processes in place. We are also, as many of you, thinking about extending that. Maria has already talked to you about it. We are working with Zero Tracker also together with the Colorado University. We want to expand to a pathogen with other mode of transmission, the non-respiratory one like monkeypox and arboviruses. And this is progressing. So this is a good news. I will stop here. I hope this global overview, quick one, because I could talk about it for hours, will have helped a bit your strategic thinking about it. And I'm happy to say that in the next acknowledgement slide, I will be able to acknowledge some more of you there. So thank you very much. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you, Isabelle. Excellent. We're glad to see that you're throwing in health promotion linked to the continuity of seroprevalence studies, a little bit of weightlifting every day. So we're going to switch now to the Zero Tracker, and we have Mairead and Gerrit. Over to you. I'll start us off. So pleased to be chatting with you all today for talking about J'aimerais vous parler de notre effort pour la sérosurveillance entre nations que nous avons entreprise par le biais du Zero Tracker. Bon, on va parler de comment nous avons développé Zero Tracker, comment on s'y est pris, bon, ce qu'on a retenu, les leçons retenues de ce travail-là, et puis bon, la valeur dans un contexte canadien, et puis les effets que ça peut avoir aussi à l'international. Ce qu'on a fait, on a développé Zero Tracker, bon, au début de la pandémie, parce qu'il y avait de la séroprévalence de grande valeur produite au Canada et partout au monde. Mais le problème, c'est qu'une fois les données publiées dans des journaux et dans des rapports institutionnels, ce savoir était perdu, donc il était difficile à synthétiser pour s'en servir par la suite pour prendre des décisions en santé publique. Ce qu'on a voulu faire, on a travaillé avec CITF, GITIC, on a voulu créer une ressource en ligne pleinement accessible qui donne une synthèse de ces informations-là pour qu'elles soient utiles pour des interventions subséquentes. On a fait ça accompagné par le plus grand examen systématique en direct, en dynamique. On a étudié 100 000 documents, on a identifié des sources de sérosurveillance à chaque semaine et on a envoyé toute cette information au dépôt centralisé. Ça, c'est ça sur serotracker.com. Vous pourriez voir ce document-là, qui est un document dynamique. Donc, on a affiché en ligne toutes les études et vous pouvez faire le suivi avec ça. Et ensuite, vous pouvez télécharger toutes les données qui sont accessibles, ainsi que nos analyses interactives aussi. En réunissant toutes les données en séroprévalence mondialement, non seulement au Canada, mais pour les autres pays, on a collaboré avec plusieurs instituts, le Robert Koch Institute, CDC. Isabelle et Maria en ont parlé jusqu'à présent. Notre collaboration avec l'OMS, j'y reviendrai tout à l'heure. Nos données ont identifié des lacunes dans l'immunité, des lieux où on fait des essais de vaccination, et aussi, parce que nos données étaient accessibles au public, plusieurs journaux en ont profité, des médias qui ont relaté l'évolution
de la pandémie par le biais de nos informations. Une des choses intéressantes, au-delà d'un examen de la séroprévalence, on a pu examiner les méthodologies. Et un des défis qu'on a rencontrés avec Sarah Tracker, surtout durant une réponse urgente à la pandémie, c'était les délais pour les publications et comment ça affectait les résultats de sérotracking. Alors, on a analysé combien de temps ça pouvait prendre pour publier et rendre accessible les journaux, l'information pour les médias. Ça prenait à peu près 5 mois avant une publication accessible au grand public de cette information. Et bon, voici, Omicron revient nous hanter à nouveau après le début de la pandémie et produire une analyse mondiale qui est probante, ça prend environ 5 mois. Donc, les leçons retenues pour nous ramener à Hemanet dans le contexte canadien et ailleurs, on a un besoin d'approche moderne pour des études de séroprévalence accessibles et normalisées, simplifiées pour plusieurs pathogènes au-delà de la SARS-CoV. Le moment où les données sont disponibles aussi, ça devient une question vraiment importante lorsqu'on a une urgence sanitaire qui se présente. Il faut avoir un accès beaucoup plus rapide. Ça prendrait aussi des aspects bibliométriques sur mesure, une visualisation et des outils de cartographie avec des outils de soumission directs pour pouvoir justement outrepasser ces obstacles et ces retards dans la publication, l'analyse et la publication de ces données. Les résultats maintenant, je vais y aller brièvement. Nos analyses que nous avons faites en matière de séroprévalence en 2020, les enquêtes, bon, ça, ce sont les données qui ont été colligées sur SeroTracker et les résultats. Je n'irai pas vous en parler en détail, mais la séroprévalence mondiale dans la population générale est à peu près de 3 à 4 Ça est reflété dans plusieurs présentations qu'on a écoutées hier. Il y avait à peu près une séroprévalence de 1% au Canada. Ça montrait une grande lacune dans l'immunité depuis 2020. Voici les analyses qui sont plus directement liées à notre collaboration avec l'OMS et les résultats qu'on en a tirés. Ça, c'est notre partenariat avec l'OMS où nous avons mis l'accent sur des études auprès de la population générale, des études de grande qualité et avec le protocole immunitaire. Avec ces données, nous avons méta-analysé la séroprévalence au mois par mois et faire une cartographie des changements de séroprévalence pour étudier la tendance. On a vu qu'il y avait une grande variation selon la région. Trouvé qu'il y avait un changement par région, OMS ici. Donc, la première année, après la vaccination, nous avons isolé la séroprévalence de l'infection. Et cela sur la base donc des tests utilisés dans chaque pays. Donc, on a vu donc accroître la séroprévalence s'il n'y avait pas de vaccination. En Europe, on voit les différences avec, par exemple, les infections et la transmission ailleurs dans le monde. Notre résultat qu'on a trouvé, nous avons comparé la séroprévalence et les données aux données. Donc, sur l'Omicron, on a trouvé qu'on avait sous-estimé les infections de 10 fois. Dans le cas de la COVID. Cela, donc, a varié. Donc, on voit qu'il y avait donc un ratio de 2 à 1 dans le cas des Amériques. Et on voit qu'il y avait donc un rapport de 177 à 1 dans la région africaine. Cela a accru notre compréhension
Le son a complètement coupé. Je vais parler donc du contexte canadien et la valeur. Avec notre base de données globale, on nous pose la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos données de séroprévalence en 2023? Ce qu'on a trouvé, c'est qu'à la fin de 2023, la plupart des pays avaient arrêté d'échantillonner ou de publier les données des études, des études sérologiques, à l'exception donc des études au Canada de la part donc du SCS. On peut être d'accord, je pense qu'on a toujours besoin de ces données de séroprévalence à l'intérieur du Canada. On pourrait être un exemple d'autres pays si on continuait ainsi. Surtout quand on regarde les différences par âge des groupes de risque. Il ne faut pas présumer que tout est à 100% maintenant. Je voulais aussi parler de notre travail en matière multipathogène. Thomas avait parlé donc de séroprévalence dans d'autres domaines. Nous avons donc fait équipe avec lui pour faire donc une étude des arbovirus, donc 6 agents pathogènes. C'était similaire dans la cartographie et les outils de visualisation. Alors, on fait des progrès ensemble et on va publier quelque chose cet été, on espère. Et on va voir si on ne pourra pas aussi adapter cette étude à de nouveaux agents pathogènes. On a des partenariats avec Serotracker et avec l'OMS, ainsi qu'avec d'autres partenaires au Canada. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon, alors, on a eu tout un tsunami d'informations ce matin. Et je pense que c'était donc des informations très nourrissantes, à mon avis. On ouvre les micros maintenant à vos questions. C'est à votre tour de prendre parole. On va faire circuler, bien sûr, la liste de participants et leur courriel. Je suis certain que on va vouloir poser des questions aussi à nos participants et participantes en ligne. D'abord, j'ai une question pour Marine et Harriet en ce qui concerne Serotracker. C'est tellement impressionnant le travail que vous avez fait. Alors, merci pour votre travail. Et c'est vraiment intéressant de voir le prolongement à d'autres pathogènes. Au début, moi, je pensais à quelque chose que vous avez dit. On disait que Serotracker peut identifier des lacunes de connaissances. Et cela vaut vraiment son pesant d'or. Alors, dans vos collaborations avec l'OMS et d'autres, comment est-ce que vous prévoyez résumer ces données et de faire des appels d'action pour faire d'autres travaux dans d'autres régions géographiques plus larges et aussi par rapport à d'autres régions plus pointues? Inaudible pour l'interprète, le micro n'est pas ouvert. En fait, nous avons comme plan de prolonger notre analyse mondiale, notre méta-analyse mondiale. Les données de 2023 se résument en fait à nos données provenant de la SCS au Canada. Quelle est l'utilité des études de séroprévalence qui se concentrent sur la COVID-19? C'est la question qu'on se pose. Ainsi, on peut regarder les études qui n'ont pas été soutenues depuis 2022 et à quel point c'est important de maintenir notre capacité en la matière. Avec nos données, nous avons pu identifier des lacunes en matière d'immunité. Lorsqu'on dispose
de données robustes. On peut continuer de mettre en relief d'autres potentiels, par exemple pour les arbovirus et compagnie. Avec nos collaborateurs en matière d'arbovirus, on a pu faire des avancées dans le diagnostic en Afrique. Alors, cela souligne à quel point c'est important de continuer. Je pense que nous allons continuer d'identifier les lacunes. Dans notre méta-analyse première, il y avait des pays où il n'y avait pas de données. Alors, nous avons vu qu'on a fait de notre mieux avec les données dont on disposait, mais c'est à continuer. Bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Alors, quand on se tourne vers l'avenir et comment on peut passer l'action, on voudrait des outils qui soient disponibles et utilisés. Alors, je pose la question au panel. Quelle stratégie est-ce que vous prévoyez pour employer les protocoles et les gabarits? Comment est-ce que ces choses-là sont adoptées? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour ne pas avoir toujours à réinventer la roue? Quant à Zero Tracker et la compilation de données, est-ce que vous êtes en communication avec les journaux médicaux pour s'assurer qu'il y ait l'implantation de guides directrices pour que les données puissent nous provenir sous un format idéal pour publication et quand on se tourne vers l'avenir? Quelqu'un veut répondre à ces questions? Isabelle. Alors, Thomas, et ensuite, ce sera à Isabelle de parler. Thomas, il y a deux parties de cette question. Alors, d'abord, comment s'assurer que les études sérologiques soient disponibles plus largement? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que les études hétérogènes sérologiques puissent être comparées aux autres études? On essaie de travailler des deux côtés, mais il s'agit de différents exercices. Je pense que la plateforme Ruminex est la plateforme qui est vraiment la plateforme de référence pour beaucoup de personnes et le financement est là. Donc, ce serait plus facile de comparer les données à travers le temps, à travers les géographies. On doit vivre avec certaines certitudes, mais on peut essayer d'adapter les outils biostatistiques pour voir comment on peut comparer les études du passé avec les études présentes. Il y a encore des certitudes qui planent dans ce domaine, malheureusement. Isabelle, pour nous, en ce qui concerne la première partie, qui concerne donc la durabilité et notre plan à l'avenir, nous avons entendu que l'OMS et une autre entité sont en train de collaborer ensemble. Il y a beaucoup d'outils et d'accords qui pourraient être mis de l'avant pour partager les résultats. Je dis ça de façon confiante. J'en peux pas se fier sur les journaux médicaux pour faire avancer la cause. Il faut prendre contact au sein de la communauté médicale avec des outils comme Zero Tracker et d'autres. Il faut s'assurer qu'il y ait donc un accord de partage de données pour... Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de bonnes données de pays. Par exemple, il y a un pays en Afrique où on a perdu la chance de partager. Il s'agit donc d'une collaboration simple entre scientifiques. Il ne faut pas attendre après les autres de trouver des solutions pour nous, pour que les pays puissent voir le bénéfice de partager les données. Parfois, les pays ne voient pas à quel point ça peut être bénéfique de partager avec des pays avoisinants, avec d'autres pays outre-mer. Alors, c'est
avec cette approche de partage qu'on peut gagner. C'est gagnant-gagnant. Je pense que Harriet a soulevé un point intéressant. En 2023, le Canada était un des seuls endroits à faire le suivi sur les sérologies de la COVID-19. Depuis ce temps, depuis la pandémie, on a eu donc un contact avec le virus corona. Est-ce que vous croyez qu'il y a donc possibilité de faire un suivi, surtout étant donné donc les changements du virus avec le contact avec les animaux? Oui, je pense que ça pourrait ajouter beaucoup de valeur au contexte canadien et au contexte mondial. On pourrait ainsi voir plus loin pour voir comment SRAS et COVID-2 sont en train de changer. Donc, on a eu la présentation depuis notre collègue en Norvège et sur la surveillance qui se passe depuis les années 90, qui a une valeur longitudinale énorme. Parce qu'on voit la progression avec le temps. On peut aller au-delà du chaos de la pandémie pour comprendre la valeur de la surveillance de base, qui n'a peut-être pas la même intensité d'effort, mais qui nous donne une perspective longitudinale qui est très importante pour nous. Je vais être direct ici. Je pense qu'on a devant nous, on a chez nous plutôt un biais dans nos systèmes pour la détection d'infections aiguës. C'était le cas en Omicron, pour le cas de la vague de l'Omicron. Et les gens étaient en train de dire, eh bien, est-ce que ça vaut quelque chose maintenant? Peut-être pas. Mais la réalité, c'est qu'en 2022, au Canada, SRAS COVID-2 était la première cause des décès. C'est pas parce qu'il y avait un taux de mortalité qui était inférieur par rapport au taux des décès. Je ne sais pas comment on pourrait ne pas considérer cela un problème majeur de la santé publique. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une préoccupation. On se préoccupait du fait que les systèmes de sérologie étaient là pour la détection anti-pic. Donc, l'étude REAC ce matin, qui était en place pour détecter une immunisation réactive, était un outil important à souligner. Monsieur Moss, je voudrais un peu plus de détails. L'idée, donc, de biobanque virtuelle fédérée, comment est-ce que ça marcherait? Comme disait Isabelle, nous allons partager des systèmes. À quoi ça ressemblerait? Comment est-ce qu'on gère cela à travers différents domaines de compétences? Il y a 13 territoires de compétences qui ont déjà de la difficulté à partager quoi que ce soit. Donc, ça, c'est à l'intérieur de notre pays. Aussi, peut-être en rapport avec le travail de Arbovirus, comment est-ce qu'on peut projeter notre vulnérabilité future? Par exemple, comment est-ce qu'on peut se servir de nos cartes de chaleur pour démontrer dans quelle région on est à haut risque ou qu'on soit vulnérable à l'avenir? Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? D'abord, le biobanque a été donc chapeauté par Mechu.
et elle a travaillé pour que ce soit mis en place depuis des années. C'est une coalition des gens qui veulent bien participer, des gens qui voudraient partager des spécimens, y participent. Il y a beaucoup d'enthousiasme pour cette initiative. L'idée, c'est que vous avez des échantillons qui sont stockés localement et qui sont disponibles au moment opportun quand on a besoin. Il s'agit de spécimens donc qui soient normaux et de santé. Il y a aussi d'autres pathogènes où il y aurait peut-être des occasions qui se présenteraient à l'avenir. Les mécanismes de partage doivent être mieux définis. Il y aurait donc un système pour les universitaires d'un côté et peut-être pour les développeurs de diagnostics de l'autre côté. Il y a un besoin d'avoir des diagnostics précoces lorsque une pandémie surviendra. C'est une barrière pour les fins de diagnostic, surtout pour les petites sociétés ou les sociétés en démarrage. Alors, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre sur pied. Je vais m'arrêter là. Et quant à la prochaine question, comment caractériser la vulnérabilité? Alors, notre première tentative, qui est pour comparer donc à quel point on peut avoir un seuil d'immunité collective qui serait atteint à temps. Nous ne comprenons pas toujours qu'une infection qui s'est développée tellement vite dans le temps et qu'on n'a pas pu capter avec nos cohortes de femmes enceintes et tout, nous étions à la traîne de tout ça. On n'a pas pu faire la caractérisation des pratiques exemplaires comme on aurait dû faire. À 200 km de la côte de Brésil, dans les villes de taille moyenne, il y avait zéro prévalence. On a besoin de comprendre et d'avoir un cadre de travail pour les éclosions à venir. C'est une question de quand et non pas si. On va voir d'autres pandémies. Alors, nous regardons à quel point dans l'environnement c'est acceptable, mais zéro prévalence a un grand rôle à jouer dans cette évaluation. La séroprévalence nous donne une idée de l'immunité existante, et ce, à travers plusieurs pathogènes. Du travail très intéressant. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais si vous en avez, je vous prie de m'arrêter. Isabelle. On a eu une évaluation indépendante qui nous a donné des idées de comment on peut renforcer votre travail. Comme économiste, je suis donc fascinée par le rapport qualité-prix. J'ai vu que votre patronne disait que beaucoup de gens se plaignaient que les pandémies ne représentent pas un marché qui est viable. Elle a pu constater que son portefeuille d'investissement s'est accru de façon impressionnante pendant la pandémie. En ce qui est du raccord qualité-prix, quels sont les enjeux pour trouver du financement au-delà du phase aiguë d'une pandémie? Et une question sous-jacente peut-être. Ce matin, nous avons vu des exemples de surveillance entreprises par des hôpitaux en Norvège et dans les Pays-Bas de façon longitudinale.
À quel point est-ce que nos ressources et nos actifs dans les pays tels que les biobanques de sang soient de la partie? Et est-ce que vous travaillez avec des établissements qui représentent des sources de sang résiduel? Est-ce que ça pourrait faire partie de votre réseau de travail? Pour répondre à la première question, c'est la question qui nous pose le plus grand défi. En 2009, nous avons senti, on ne veut pas que les mêmes choses se répètent. Après une pandémie, on voit que les systèmes s'effondrent et qu'on revient à la normale. Après les phases aiguës, c'est un défi de continuer notre travail. Après cette pandémie-ci, avec plus de négociations de base, maintenant, plus de gens ont compris parce que la pandémie a occasionné plus de décès qu'auparavant. On a compris qu'on doit faire mieux. Il faut aussi, on a compris aussi qu'il faut un financement durable. Il y a aussi plus de gens qui s'impliquent pour faire de la sérosurveillance. Et il faut maintenant s'occuper de ne pas être trop disparats dans nos efforts pour qu'on puisse travailler ensemble vers le même objectif. Définitivement, nous avons essayé de travailler avec GlobePR. Il s'agit donc d'un organisme de finances qui essaie de chapeauter des opérations de recherche. Eux sont axés sur la recherche. Il ne s'agit pas donc de la sérosurveillance en tant que telle. Et il faut résoudre ce problème. En ce qui concerne les déchets sanguins, lors de la COVID, il y avait un système qui existait au sein de quelques pays. Je ne connais pas le contexte au Canada, mais on travaillait davantage en mode vertical au sein du programme, avec une connexion et non pas avec les programmes existants. C'était pour le VIH. Et donc, il y avait donc des pays de revenus moyens et des pays à faible revenu qui a participé avec le biais qu'on connaît avec les donneurs de sang résiduel. C'est définitivement quelque chose dans lequel on peut investir. Merci beaucoup à notre panel. Merci Isabelle de nous joindre depuis l'Europe. Et maintenant, à notre prochaine séance.